Togo Info. Le Togo à votre portée. Depuis décembre 2018, l'opposition togolaise semble avoir entamé une traversée de désert. Elle enchaîne les mauvaises performances au plan électoral, qu'il s'agisse de participation unitaire ou plurielle. Et le parti détenteur du statut de chef de file de l'opposition, l'UFC, a même décliné l'offre d'une candidature à la dernière élection présidentielle. Alors, au-delà des accusations de fraude électorale, l'opposition est-elle dans une mauvaise passe? Quelles conséquences l'opposition doit-elle tirer des dernières élections au Togo? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Séna Alipuy, le président du groupe parlementaire UFC. Bonjour, monsieur Alipuy. Bonjour, monsieur Afanou. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Merci d'être en ligne pour nous écouter et nous suivre ce matin. Cette émission se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent participer dès maintenant à ce débat via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelles conséquences l'opposition doit-elle tirer des dernières élections au Togo? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, chercher à l'éviter ces jours-ci, c'est un peu comme chercher à éviter le football à la télé durant la Coupe du Monde. Nous parlons du Covid-19. Il n'y a que de la place pour ce virus qui chamboule les habitudes mondiales. Séna Alipuy, en tant que député, vous avez certainement eu écho des dispositions prises par les autorités. Comment vivez-vous cet épisode ? Si vous le permettez, avant de répondre à cette question, avant que je n'oublie, je voudrais avant toute chose souhaiter encore une fois, même si la date est passée, une bonne fête de la femme à toutes nos sœurs, mères, épouses et autres. Elles disent que c'est pas une fête, hein. Oui, c'est vrai que c'est un combat et nous les soutenons dans ce combat pour l'équité et pour l'égalité. Nous disons que ce combat est légitime et qu'elles ont notre soutien pour prendre leur place dans la société. Deuxième chose, avant d'arriver à votre question sur le coronavirus, on en avait abondamment parlé l'année passée, les coupures intempestives de courant. Je tiens ici à féliciter la CET. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Il y a eu une nette amélioration. On peut compter les coupures qu'il y a par semestre sur les doigts d'une main, ce qui est une très bonne chose. Donc il faut aussi le souligner. Et également félicitations aux forces de sécurité, de défense et de sécurité, parce que vous vous souvenez qu'on parlait souvent de braquage. On n'en parle plus. Ça veut dire que les choses ont beaucoup évolué de ce côté. Même s'il y en a eu quelques-uns dernièrement. C'est marginal. Concernant le coronavirus, comme libéral, parce que vous savez que je suis libéral, je dirais que j'y vois là une menace pour la mondialisation pour laquelle nous nous battons, puisqu'elle entraîne de facto une fermeture des frontières. Et avec tout ce que cela aura comme conséquences économiques. Bon, ici au plan local, au plan national, le gouvernement a pris des mesures que je salue. Et il y a des vidéos qui sont disponibles pour les mesures à prendre pour se protéger. Et je vous recommande vivement de regarder la vidéo faite par l'honorable Jerry Tahama, mon aîné. Elle est disponible sur Facebook à Tahama Komandega. Il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, selon le rapport 58 de l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes à 191 127 cas. Et il est dépassé depuis parce que ça évolue très vite. Hier même on parlait de 199 000 cas pour plus de 7 900 morts. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on est bien au-delà parce que la maladie se répand très vite. Le nombre de morts hier en France, c'est plus de la centaine en l'espace de 24 heures. Donc vous êtes inquiet par rapport à cette pandémie? Inquiet, non, parce que je nous fais confiance. Comme vous le savez, au Togo, nous sommes pour le moment épargnés par le phénomène. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les dispositions qu'il faut. Et je pense que... Est-ce que nous nous préparons assez à votre avis? Parce que l'OMS appelle l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on se prépare comme il faut pour éventuellement faire face à cette maladie? Je pense que nous nous préparons comme il faut. J'ai appelé le 111 hier moi-même. À quelques reprises, ça a sonné, personne ne décrochait. Mais lorsque nous avons rappelé, finalement, nous avons eu quelqu'un. Et on nous a bien décrit la procédure à suivre, qui me semble une bonne procédure, good process, pour pouvoir détecter et suivre la maladie. Qui est que si vous sentez des symptômes, vous ne vous sentez pas bien, vous voyez un médecin et c'est le médecin qui vous réfère pour pouvoir vous faire tester. Donc je pense que les autorités togolaises font ce qu'elles ont à faire. Et pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas de cas, on peut dire que cela marche. Le seul cas qu'il y a eu, la dame en question, selon les autorités, se remet de sa maladie, elle ne présente plus les symptômes. Par contre, les responsables de services au
CHU à Lomé ont estimé que le Togo n'avait pas le matériel adéquat pour éventuellement prendre en charge les malades qui développeraient des difficultés respiratoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est leur opinion et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé, mais je pense que ce n'est pas le moment de nous éparpiller ou de commencer à nous tirer les uns sur les autres. C'est avec les moyens que nous avons en ce moment que nous allons combattre le coronavirus. Donc s'il y a des idées, s'il y a des propositions constructives pour permettre au Togo de mieux faire face à la menace, c'est le bienvenu. Je ne pense pas que ce soit le moment pour critiquer ou mettre à terre notre système de santé. Certains pensent qu'il faudrait suivre l'exemple du Sénégal, par exemple, qui a déjà fermé ses écoles et ses universités afin d'éviter que la maladie éventuellement se propage. Le gouvernement appréciera, puisque chaque pays prend les mesures selon l'intensité ou selon le risque auquel il fait face. Le Sénégal est une capitale internationale avec beaucoup d'organisations internationales et beaucoup de touristes. Et ils n'ont pas la même population que le Togo. Nous ne faisons pas face au risque de la même manière. Donc ça doit se faire au cas par cas. Vous pensez que les autorités devraient apprécier la situation? Je fais entièrement confiance aux autorités togolaises pour faire ce qu'il y a à faire au bon moment, au moment opportun. Alors on rappelle, avant d'évoluer les mesures de précaution, il faudrait se laver régulièrement les mains, éviter de mettre sa main tout le temps au visage, se laver les mains, éviter de porter la main au visage, éviter de se serrer les mains et garder une certaine distance de sécurité. On parle de un peu plus d'1 mètre. D'ailleurs, l'Église catholique, à travers la conférence des évêques, a exhorté les prêtres à ce que les confessions se fassent à une certaine distance. On ne va plus désormais murmurer quand on va au confessionnal. On verra tout ce que cela donne dans les jours à venir. Alors, l'immunité d'Agbeobe Kodjo, elle était parlementaire. Elle ne l'aurait certainement pas protégée contre le coronavirus, mais il ne l'a même plus, cette immunité parlementaire, puisqu'elle a été élevée en début de semaine. À l'UFC, quel a été votre vote? Vous êtes-vous abstenu, voté pour ou contre? Nous avons voté pour en commission et nous avons voté abstention en plénière pour une raison simple. C'est une procédure judiciaire. Les juges veulent l'entendre sur un certain nombre de sujets et au niveau de la commission, nous étions 6, nous avons fait un travail et à ce moment-là, ce qui était important pour nous et qui nous préoccupait, c'est que le président Kodjo ait une opportunité de venir s'exprimer ou se faire représenter comme il se devait, puisque c'est un travail en commission. Ça a été en grande partie le cas et donc à l'unanimité, nous avons voté au niveau de la commission pour la levée de son immunité parlementaire. Mais gardez en tête que c'est un problème politique. Donc il y a la procédure judiciaire et comme institution, nous avons des tâches administratives à faire lorsqu'une procédure judiciaire nous est soumise. Maintenant, comme c'est un problème politique et que nous avons donc la double casquette d'acteurs politiques en dehors d'être députés, malheureusement, nous avons eu à devoir faire ce double travail de commission d'une part et politique, c'est-à-dire faire le lobby qu'il fallait pour que peut-être on trouve une solution politique. Donc ça n'a pas été fait dans un esprit pour dire que oui, le gouvernement fait quelque chose de pas bien, il faut que ça s'arrête. Non, on a voulu mettre le côté humain, c'est-à-dire que pendant la campagne, il s'est passé des choses qui sont inadmissibles. Les attaques personnelles, les attaques à la vie du chef de l'État, nous les avons trouvées inadmissibles. Mais compte tenu des services que le président Kodjo a rendus à la nation et compte tenu maintenant du rôle qu'il est appelé à jouer dans l'opposition, nous avons estimé que ce n'est pas derrière les barreaux qu'il jouera mieux ce rôle-là. Et nous avons plaidé pour une solution plus humaine. Et donc, pour que on trouve une solution politique à un problème que nous estimons politique. Bon, cela étant dit, cette démarche n'ayant pas abouti pour le moment, nous nous sommes abstenus en plénière de voter pour la levée de son immunité parlementaire. Il faut voir que c'est une décision difficile parce que c'est un collègue de l'opposition parlementaire et pour moi personnellement le président Kodjo est comme un père, je le connais depuis près de 30 ans et c'était donc quelque chose d'assez difficile à vivre. Et donc vous vous êtes abstenu, mais il y en a qui pensent que vous n'avez pas fait assez pour le protéger et là vous dites qu'il y a eu des discussions pour trouver une solution plus humaine, je vous cite, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour éviter ce scénario? Nous avons fait tout ce que notre capacité actuelle nous permettait de faire dans le contexte actuel. Parce qu'il faut bien comprendre que les élections présidentielles au Togo sont terminées avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Donc on ne peut plus obliger personne à rien dans ce contexte-là. On est suspendu au bon vouloir des uns et des autres d'ouvrir une discussion sur ce qui ne constitue pas une crise. Vous voyez. Donc nous pensons que le Togo a une longue histoire de 1960, 63, 67, 90 et 2005. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays et nous pensons que quand bien même les faits qui sont reprochés à certains sont répréhensibles, il faut privilégier une solution peut-être politique. Mais c'est juste notre opinion. En tout état de cause, la justice fait son travail et l'immunité est élevée. Mais je vous fais remarquer que nous avons levé l'immunité lundi et qu'elle est en vigueur automatiquement et que nous sommes jeudi, donc 4 jours après, et M. Kodjo est chez lui et il n'y a plus de blocus chez lui à la maison. Donc je pense que c'est donnant-donnant. Il faut comprendre et respecter les institutions que nous avons dans le pays et dans ce sens-là, je profite de cette occasion pour lancer un appel à M. Nadjombe et le Premier ministre nommé par Agbeome Kodjo. Je ne l'appellerai pas ainsi, je reste légaliste. Moi je le cite aussi. Monsieur Nadjombe, je lui demande d'arrêter les nominations auxquelles il s'adonne. Parce qu'ils sont en sécurité tranquillement à Montréal, au Canada. Et il risque de faire arrêter un monsieur qui a 66 ans, qui a une femme et qui a des enfants. Et qui est un responsable politique. Ce monsieur Kodjo a beaucoup apporté à ce pays, que ce soit au port, que ce soit à la primature ou à l'Assemblée nationale. Donc, il faut mettre un terme à cette approche révolutionnaire de la politique, c'est-à-dire où on pense que c'est en faisant du désordre, en étant dans la rue, en saccageant tout, en faisant des trucs unilatéraux, au mépris des lois en vigueur, qu'on va pouvoir faire avancer le pays. Il faut, même quand parfois on a raison, se faire violence et rester dans la République. Et je pense que si M. Kodjo est dans la République, à 66 ans, il a encore des arguments à faire valoir politiquement. 5 ans, ce n'est pas long. À 71 ans, on peut être encore candidat à la présidentielle. À 76 ans, il peut être encore... Et donc, il a encore un horizon de 10-15 ans devant lui. Et je ne pense pas que c'est en se retrouvant derrière les barreaux en ce moment et en ayant une situation où c'est que le droit de pouvoir se présenter est perdu à cause d'un procès, qu'il sert mieux le Togo. Il a beaucoup d'arguments à faire valoir. Et il n'est pas le seul. Il y a également le président Fabre et le président Lempieux. Je pense que ces trois-là, qui ont émergé à l'issue des législatives, des locales et de la présidentielle, devraient se concerter et voir comment, dans un cadre républicain, on peut servir le Togo et le faire évoluer et non faire une révolution et tout mettre à plat. On verra l'appréciation qu'ils feront de ce message. Alors, pour vous, est-ce que les 19% attribués à Agbeome Kodjo, les 4% attribués à Jean-Pierre Fabre, les 1, et 0, attribués aux autres, est-ce que ces résultats reflètent réellement la force politique de l'opposition aujourd'hui au Togo? Je préfère ne pas commenter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les élections, c'est une affaire les élections et les recours, c'est une affaire de preuve. L'UFC était déployé dans 27 CELI. Nous occupons la vice-présidence de la CENI. Nous avons eu des gens dans les bureaux de vote. Nous avons fait une collecte des résultats nous-mêmes aussi, parallèlement à ce que faisait la CENI. Même si vous n'aviez pas de candidat. Même si nous n'avions pas de candidat. Le MPDD également était à la CENI et dans les CELI. Et j'ai vu les PV. Alors, les PV sont signés de nos représentants que nous-mêmes nous avons nommés. Donc ce n'est pas des inconnus. Alors quand j'ai un PV de CELI qui est signé par quelqu'un que j'ai quasiment nommé ou que j'ai conseillé, que j'ai suggéré pour nomination, et qu'il avalise un résultat qui constate la défaite de l'opposition, que voulez-vous que je dise? Donc les élections, c'est une affaire de PV de bureau de vote, de PV de CELI et de CENI. Si vous avez des recours à faire et que vous avez vos PV, emmenez les PV de bureau de vote, emmenez les PV de CELI. Donc il n'y en a pas. C'est la preuve que l'opposition a vraiment fait un mauvais score. Je ne fais pas de commentaires, j'ai bien dit sur les résultats proclamés. Sont là. Oui, je préfère ne pas les commenter. Alors quelle analyse vous en faites? Est-ce que pour vous, l'opposition est vraiment dans une mauvaise passe ou elle dispose d'une force invisible? Nous avons l'avantage du temps pour l'opposition parce que maintenant, nous sommes à 2. Nous allons maintenant vers peut-être le deuxième ou le troisième mandat d'unir. Ça veut dire que la probabilité d'une alternance augmente avec le temps. Si l'opposition fait ses devoirs, vous savez, quand vous avez 400, 500 000 à 1 million de personnes qui votent pour vous à une élection,
et que vous essayez de me faire comprendre que vous ne pouvez pas trouver 10 000 personnes ou 20 000 personnes pour les mettre dans les bureaux de vote, c'est-à-dire donc 2 personnes par bureau de vote en dehors de tout ce qui est légal et tout le reste, il y a un problème. Donc nous avons des devoirs à faire, mais souffrez que je ne puisse pas venir critiquer mes collègues ou même les restes de l'opposition. Là n'est pas la question du tout. Exposer nos lacunes sur la place publique. Nous avons des devoirs à faire et je pense qu'avec les résultats que la CENI a proclamés et qui ont été validés par la Cour constitutionnelle, nous avons une opposition à 3 têtes. Nous avons le président Gilchrist Olympio qui est chef de file de l'opposition issu des législatives. Nous avons le président Fabre qui a émergé, qui n'a pas émergé, mais qui a dominé les élections locales, les élections de proximité. Et nous avons la présidentielle où le président Kodjo émerge du lot. Et je pense qu'au lieu de chercher à savoir qui est le plus fort des faibles, il faut que ces 3 intelligences-là fassent table rase du passé et conjuguent leurs efforts pour structurer l'opposition et constituer une alternative crédible au gouvernement en place. À votre avis, comment s'expliquent ces résultats, puisque les 3 mis ensemble n'arrivent pas à constituer un groupe avec les chiffres de la CENI à l'appui capable d'inverser la tendance? Unir semble un peu trop au-dessus. À votre avis, comment est-ce que cela s'explique? Comme je vous l'ai expliqué, c'est une question les questions d'élection, c'est une question de PV. Parce qu'à toutes ces 3 élections, un certain nombre de personnes ont relevé des irrégularités, mais ce ne sont que des déclarations. Personne n'a un dossier solide avec les PV qu'il faut. Ils auraient même pu mutualiser leurs efforts. Est-ce que cela veut dire que les Togolais ne portent plus l'opposition en leur cœur? C'est la question. Est-ce que pour vous, il y a un désamour entre l'opposition togolaise et les citoyens ou pas? Non, je n'irai pas jusque-là. Vous savez, le peuple, c'est un peu comme une femme. Elle peut être fâchée le matin et le soir, elle est de meilleure humeur. Elle vous fait à manger. Pas une façon dérogative, négative. Hein. C'est une façon de dire que la situation évolue. Vous pouvez être majoritaire aujourd'hui et minoritaire demain. Ce que je sais, c'est qu'après cette élection présidentielle auquel l'opposition participe, on ne peut plus venir continuer à parler de fraude et de ceci et de cela. Il est de notre responsabilité de nous assurer que nous avons des gens fiables dans les bureaux de vote et que nous sommes en possession de nos PV le soir de l'élection ou au plus grand tard le lendemain. Dans quelle dynamique doit s'inscrire l'opposition maintenant? Et ensuite, nous donnons la parole aux auditeurs. Comment est-ce que l'opposition togolaise peut-elle relever les défis auxquels elle fait face? Il y a 3 ou 4 choses. Je ne sais pas si vous pouvez me donner 2-3 minutes pour aller en détail. 2 minutes, allez-y. Disons 3. On dit jamais 203. Disons 2,5. Bon, d'accord. Ce que je peux faire comme constat, c'est que les dernières élections marquent la fin d'une époque au Togo. De 90 à 2000, soit 30 ans, on était dans une approche révolutionnaire au niveau de l'opposition où on va aux élections, on dit qu'on nous a fraudé, on se met dans les rues, on veut mettre les institutions à plat. Pas on, parce que vous savez que je suis contre les marches, mais le courant dominant de l'opposition veut renverser les institutions par la rue. Et je pense que l'élection qui vient de passer met un terme à cette période-là. Maintenant, j'espère que tout le monde comprend que ce n'est que par les élections que l'on peut arriver au gouvernement. Fini les coups d'État militaires, constitutionnels et électoraux. Maintenant, il faut que chacun ait ses PV. 2, les élections sont à l'image du Togo et des Togolais. C'est des élections organisées sur fonds propres par les Togolais eux-mêmes, pour les Togolais eux-mêmes. Donc, ce qui en sort, c'est le résultat du travail collectif. Ça, c'est le reflet de notre capacité collective à travailler. Parlant de collectif, je pense qu'il serait de bon ton que le ministre de l'administration territoriale, comme il l'a fait avant l'élection, regroupe encore les parties prenantes pour qu'on fasse un exercice de lesson learned, c'est-à-dire que de leçons apprises du processus. Et ça peut être le cadre pour que certains évoquent les insuffisances qu'ils ont constatées, pour qu'on règle tout ça là dans un circuit fermé, dans des discussions à huis clos, sans déranger les populations et faire du tapage sur les médias. Et la 3e et dernière chose, c'est que les élections, la démocratie, en fait, c'est le seul système possible en ce moment dans le contexte actuel. Quand vous regardez le contexte sous-régional et régional, au niveau continental, on ne peut pas faire autre chose que la démocratie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'opposition. Donc, maintenant, vous me posiez la question. Donc, je vais utiliser la dernière minute qui me reste pour répondre à cette question. Dans quelle dynamique l'opposition doit se mettre pour les 5 prochaines années? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut structurer l'opposition. 117 partis, c'est trop. Il faut que nous tendions vers de grands ensembles
et que le regroupement se fasse sur une base idéologique. Deuxième chose, il faut qu'on crée un cadre républicain favorable à l'exercice du droit d'opposition. C'est-à-dire que tout ce qui sont les textes qui permettent à l'institution chef de file de l'opposition d'être en place doivent être exécutés. Le gouvernement fait sa part, ils sont très ouverts sur la question et nous avons fait beaucoup de progrès sur ce dossier. Vivement qu'on finisse pour qu'une fois que l'institution est installée, on puisse mettre en place deux cadres. Un de dialogue pour l'opposition parlementaire et un autre cadre de dialogue entre le CFO et l'opposition extra-parlementaire, société civile et autres, pour que tout ce que les syndicats et l'opposition ont comme revendication, on puisse le structurer et en discuter avec le gouvernement de façon organisée. 3. Il faut promouvoir la démocratie à la base, c'est-à-dire qu'on doit, par le biais du dialogue, continuellement rechercher le consensus et faire du dialogue un mode de travail privilégié. Il faut également qu'il y ait une démocratie intra-parti, c'est-à-dire que les partis tiennent leur congrès, se respectent leur statut et, plus important, respectent la charte des partis et les lois en vigueur. J'ai quasiment terminé. Et bon, naturellement, dialogue inter-parti et dialogue permanent avec le gouvernement. Il faut faire la promotion des jeunes et des femmes. Il faut qu'on ait au moins 30% de femmes et de jeunes 30% des femmes dans les postes décisionnels, c'est un combat à mener. Au moins 40 à 50% de jeunes dans les postes décisionnels, tant dans les partis politiques que dans la vie courante. Dernière chose, avant-dernière chose, changement de mentalité. Donc il faut maintenant qu'on passe d'une mentalité où le gouvernement est un élément externe qu'il faut déstabiliser à le gouvernement fait des efforts pour faire évoluer le Togo. Nous aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Togo à évoluer? Bon, naturellement, il y a des questions importantes qui vont rester sur notre agenda démocratique pour lesquelles nous allons pousser. 1. L'identification des populations et la délivrance de pièces d'identité biométriques à tous les Togolais ou à toutes les personnes résidant au Togo. Peut-être envisager une nouvelle constitution par le biais d'une constituante. Mais ça, c'est des choses à discuter à huis clos beaucoup plus tard. L'application des recommandations de la CVJR. Et un rôle plus important pour la diaspora, qui joue un rôle économique important. Mais maintenant, la diaspora peut voter. Donc, je les encourage vivement à prendre leur carte consulaire et à se préparer pour les élections à venir au lieu d'envahir les ambassades. Donc, j'ai terminé. Merci beaucoup. Nous allons marquer une courte pause et nous donnons la parole aux auditeurs. 9 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est maintenant à vous, chers auditeurs. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez, c'est M. Maglo. Marco, Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. comprenez-moi la question. Je viens de... Alors, à votre avis, quelles conséquences l'opposition doit-elle tirer des dernières élections au Togo? Vous savez, on dit l'expérience, la somme d'expertise. C'est ce qu'on dit en français naturellement. Je n'irai pas jusqu'à dire que pour les élections de 2020, le procédement du 22 février passé, cette élection, je n'avais pas dit qu'ils ont commis des bêtises. Et néanmoins, je préjuge que c'est des bêtises. Je ne le dirai pas. Alors, quelles conséquences doivent-ils en tirer? Vous direz ça. Dans les mêmes conditions que les élections de 2020 ont été organisées, si on savait pertinemment qu'on allait chercher les gens des bureaux de vote, qu'on a des choses, la Cour constitutionnelle par exemple, tout ce qui est pour proclamer les résultats, lorsqu'on sait par exemple qu'il y aura des gens qui vont défendre ce système, en l'occurrence M. Amici qui dit que les PVI ne les a pas vus, sachant que certains PVI, on a chassé les gens des bureaux, les PVI n'ont même pas de valeur de PV. Ils le savent, l'opposition savait que cela se passait. Et donc, sachant tout cela, ils doivent... La dynamique se met, c'est de ne plus y aller. Je le dis, je le martèle tout le temps. Bien. Ce n'est pas la peine. Je sais pas ceux qui sont partis faire la main. Merci. Merci, M. Maglo. Nous avons noté l'idée. Nous allons donner la parole à d'autres auditeurs également. Sur la page Facebook de Nana FM, Vélacia Siobo écrit que l'opposition doit cesser de s'auto-détruire s'il y a vraiment une volonté de changement pour les prochaines élections, se mobiliser pour avoir des délégués dans tous les bureaux de vote. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelles conséquences l'opposition doit tirer des dernières élections au Togo? Allô?
Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons de Doula Sami. Bonjour, monsieur Pelé. Je vois que vous aviez une CENI parallèle, monsieur Pelé. Et donc, les conséquences à en tirer, c'est... Si les institutions fonctionnent, si toutes les institutions fonctionnent, enfin, on verra si vous lui répondez oui ou non directement. Je pense qu'il faut qu'on reste discipliné. Vous finissez avec les questions et on répond à toutes les questions ensemble. Et je le dis en même temps pour les auditeurs à venir. Absolument. Les auditeurs qui appellent comme M. Maglo et qui vont utiliser des termes comme bêtise et mal parler du pays, je ne leur réponds même pas. Alors, pour vous, c'est l'un des éléments à corriger pour les prochaines années? Bien, merci. Merci M. Pelé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Joël, sur la page Facebook, écrit que l'opposition doit savoir que l'argent est aussi important pour financer les campagnes électorales. Il ne faudra pas l'oublier. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Alors, quelles conséquences l'opposition doit-elle tirer? Heureusement que les maux de crâne ne font pas partie des symptômes du Covid-19, sinon on vous aurait mis en quarantaine. Alors, quelles conséquences? De la dernière élection. Il considérait que ce régime essaie d'instaurer, de faire revenir le parti unique. Et c'est la faute à l'opposition? Non, mais c'est la faute au régime qui a tout fabriqué et qui a tout confisqué. Et alors, quelles conséquences l'opposition doit tirer des dernières élections? Mais il est dit que c'est une démocratie en construction et donc il faudrait organiser des élections. Mais s'il n'y a pas d'élection, comment est-ce que le pouvoir se transmet, madame ici? J'ai toujours proposé une gouvernance alternative par région, avec mandat de 2 ans maximum. Et vous ne nous avez jamais dit comment cela doit se mettre en place. Qui prend l'initiative? Non, c'est monsieur Alipi. Pour une gouvernance alternative. Bien. Merci. Merci madame ici d'avoir participé à ce débat, je vous le dis souvent. On fait l'effort d'avoir le plus grand nombre d'auditeurs en ligne possible et donc le temps de parole est rationné. Monsieur Maglo dit que vous auriez dû boycotter cette élection et sur les termes bêtises et autres, c'est vrai que parfois il y a des débordements, soit de la part de l'invité ou de la part de l'auditeur, autant que nous essayons de modérer le débat. Alors allez-y monsieur Alipi, il pense que vous auriez dû boycotter. Vous n'y avez d'ailleurs pas participé, est-ce que c'est pour les mêmes raisons? C'est aussi simple que ça, monsieur Afanou, je ne répondrai pas à la même question de monsieur Maglo. Les gens qui vont nous insulter et tenir des propos discourtois, je ne leur réponds pas. Merci. Alors, madame ici pense qu'il faut voter des textes et
mettre en place une gouvernance alternative par région avec un mandat de 2 ans. C'est la proposition qu'elle tient. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle estime que le Togo est une république bananière et je ne pense pas la même chose et je ne réponds pas non plus. Mais là, vous n'êtes pas dans la logique du débat, puisqu'après tout, vous dites que le Togo c'est une démocratie, la liberté d'expression. Les gens ont quand même le droit de dire ce qu'ils pensent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Le avec, respect est la condition de base à la discussion. Si nous entrons dans une discussion sans nous respecter, il n'y a pas de discussion. Et c'est aussi simple que ça. Il y a 3 autres personnes ou 2 autres personnes qui ont parlé, M. Pelé, M. Joël. Je répondrai à leurs questions, volontiers. C'est-à-dire que donc, nous sommes en train de parler d'un sujet, nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un ou de parler de façon négative de quelque chose qui nous est commun. C'est une question de discipline. Donc, mais vous écoutez Marine Le Pen en France, les propos qu'elle tient parfois, mais quand même on lui répond. Elle tient des propos assez durs. Je ne suis pas une poubelle. C'est-à-dire que si vous voulez insulter les institutions en place et insulter les individus, je ne vous réponds pas. Je viens de vous mentionner qu'il y a des propos inadmissibles qui ont été tenus pendant la campagne. Cela procède un peu de cela, c'est-à-dire que tout est permis. On pense que la démocratie, je peux venir au studio ici, insulter la presse, vous insulter, qu'on est libre. Oui, on est libre. Et dans cette liberté-là, j'ai aussi le droit de me taire quand j'estime que nous n'avons pas atteint le seuil de respect minimum pour pouvoir travailler ensemble. Est-ce que cela veut dire qu'en clair, vous ne débattrez pas avec quelqu'un qui pense que le Togo, c'est une démocratie et, pardon, le Togo, c'est une dictature et qui le dit ainsi? Non, le terme dictature n'est pas une insulte. Ce n'est pas un propos discourtoir. S'il le dit de cette façon, République bananière, je ne vois pas de quoi nous allons discuter. Bien. Mais sur le fond, alors, revenir sur cette question-là rapidement, sur le fond, le chef de file, il n'y aura pas d'autre dictature au Togo. Nous ne retournerons pas au parti unique. Si jamais dans cette démocratie pour laquelle nous nous battons, il y en a qui sont tapis dans l'ombre et qui pensent que l'échec de l'opposition veut dire qu'il faut animer les structures démocratiques avec la mentalité du parti unique, nécessairement nous allons avoir des problèmes avec eux parce que nous n'accepterons pas. Monsieur Pelé pense que l'institution au chef de file de l'opposition ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas très visibles, nous n'avons pas été très présents et qu'il aurait été dans son droit de nous attendre à la présidentielle. Donc je lui concède que nous ne fonctionnons pas comme nous devrions fonctionner. Justement, nous sommes en train de prendre les dispositions avec le gouvernement et avec les autres partis pour voir comment nous allons dérouler l'agenda démocratique. Donc c'est une critique fondée que j'accepte entièrement. Je n'ai pas grand-chose à dire pour notre défense pour le moment. Angelo Araté pense que les dernières élections ont enterré les partis traditionnels, que le peuple se penche toujours du côté qui l'arrange et quand on décide de ne faire qu'à sa tête, il vous ignore tout simplement. Alors, lui pense que c'est une réaction du peuple qui a enterré les partis traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a pas d'enterrement. Je pense que c'est pourquoi on fait des élections de temps en temps, pour jauger, pour peser tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au creux de la vague parce que nous avons des problèmes d'organisation interne, nous avons des divisions, mais il n'est pas dit que demain, nous n'aurons pas réglé ces problèmes pour constituer une alternative crédible. Donc je lui concède que nous sommes en difficulté en ce moment, mais je le rassure que nous allons tout faire pour que le pôle, président Fabre, Kodjo et Olympio, essaie de réorganiser l'opposition. Pas nécessairement pour arriver au pouvoir eux-mêmes, mais pour laisser une opposition structurée à la jeunesse qui est en train de monter. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Oui, bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Didier, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. À votre première conscience, vous avez une logique, vous avez des enfants à la maison, vous pensez à votre première conscience que M. Zéphine Olympio, à l'heure actuelle, représente l'opposition, ou est vraiment le chef de l'opposition. Ma seconde question, vous ne voyez pas que c'est fou, de santé qui se dit santé qui peut beaucoup dans ce pays. Bien. Didier, ça veut dire que pour vous, les conséquences à tirer, c'est une clarification du statut d'opposant. Une clarification du statut de l'opposition. C'est tout le problème dans ce pays. Bien, c'est ce à quoi je vous ai toujours encouragé. Appelez-nous et donnez-nous vos arguments. Sinon, M. Alibi risque de ne pas vous répondre. Et là, ça ne nous avantage pas trop. Passez une bonne journée, M. Didier. On a noté vos questions. M. Alibi vous répond dans quelques instants.
le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Laurence écrit que l'opposition a simplement perdu sa crédibilité vis-à-vis du peuple. Bref, tous avons découvert leur vraie couleur. Dernier auditeur en ligne, allô? Oui, alors, monsieur, Bonjour, vous appelez comment? oui, s'il vous plaît, j'adore Gerson. Pardon? J'adore Gerson. Gerson, vous nous appelez d'où, Gerson? J'appelle Davido Gomez. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais demander à notre invité de garder son emploi. Ça, je m'en suis déjà occupé. Hein. Et donc? Nous avons beaucoup de propositions pour que nous puissions sortir ce pays de la crise. Je sais qu'on a fait des accords, bon, on est parti d'accord en accord, mais ça n'a rien donné. Mais tout ce qui s'est passé au Togo, je ne veux pas parler de la pathologie de l'histoire togolaise, mais c'est pour dire que, bon, comment est-ce que nous pouvons, nous autres, venir vers eux pour leur faire nos propositions. Par exemple, nous avons le projet Togo Chéri l'ordre de l'humanité qui est une solution divine à la situation togolaise pour que nous puissions penser au développement spectaculaire de ce pays. Bien. Monsieur Alipu va vous répondre. Malheureusement, on n'a pas le temps de creuser l'idée. Merci, Jason, d'avoir appelé. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Didier qui demande si vous avez le sentiment que j'ai créé sur l'Impio aujourd'hui incarne comme il le faut ce statut de chef de file de l'opposition. Absolument, M. Olympio ne s'est pas auto-proclamé chef de file de l'opposition. C'est les Togolais qui, à l'issue des élections législatives de décembre 2018, ont voté pour l'UFC et il se retrouve de facto dans cette position-là. Donc il anime au mieux de ses capacités et nous pensons que compte tenu de son expérience et compte tenu de sa sagesse, il a encore beaucoup de choses à apporter. Bon, cela dit, notre opposition a trois pôles maintenant et je ne fais que le répéter depuis le début de cette émission. Il y a d'un côté le président Olympio, il y a le président Kodjo, maintenant avec qui il faut compter comme force prépondérante dans l'opposition, mais il y a également le pôle Fabre. Il ne faut pas le négliger, il est arrivé premier ou deuxième aux les élections locales. Donc ce n'est pas une affaire de c'est nous qui avons la solution, c'est ensemble que nous travaillons pour trouver une solution. Que pensez-vous des centristes alors, les Diri Tama, Innocent Kagbara? C'est le Togo de demain. Donc si vous remarquez bien, je parle de ce triangle-là. Eux, ils doivent aider à structurer l'opposition, à l'organiser compte tenu de leur expérience et de leur expertise, et créer un cadre qui va permettre à maintenant les forces montantes, les Jerry, les Innocents, les Aubinton, l'autre docteur qu'on a disqualifié, le docteur Gnagnon et autres, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, de jouer un autre rôle. Alors, Didier, toujours, il pense qu'il faudrait clarifier le statut d'opposant parce que ce sont ceux qui sont au centre qui créent la confusion. Pas du tout. Je pense que c'est la définition qu'on a donnée au mot opposant au début du processus révolutionnaire de 1990 qui fausse le jeu. À tel point que quand vous discutez avec le pouvoir, on dit que vous êtes vendu, même quand vous n'avez pas pris un franc. Alors qu'il faut nécessairement discuter, le très vénérable président Houphouët-Boigny nous apprend que le dialogue, c'est l'arme des forts. Donc si discuter fait de vous un traître, alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Moi, je pense que personne, on ne délivre pas un diplôme d'opposant dans aucune école et que personne n'a le titre foncier de l'opposition. Il y a des gens qui pensent que quand eux ne vont pas à l'élection n'est pas valide. C'est des conceptions qui sont fausses et qui induisent les Togolais en erreur. Et Didier qui pense que justement les dialogues n'ont rien donné non plus, les accords on les a eus mais il n'y a pas eu de solution, c'est ce qu'il dit. Et il pense qu'il a des propositions à vous faire. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Absolument. Il peut nous contacter au 90 39 42 47, qui est notre ligne. 90 39 42 47. S'il y a des idées, il y a des critiques constructives, il y a des choses qu'on veut proposer pour permettre à l'opposition de travailler de façon plus organisée, nous sommes ouverts par WhatsApp ou par téléphone. La seule chose, c'est que s'il y a des invectives dans les propos, nous ne répondrons même pas. Parce que nous sommes dans une dynamique d'évolution. Mais il faut que le Togo avance. Les gens ont besoin de travail, les gens ont besoin d'argent. On ne va pas passer tout notre temps à nous disputer. Quel serait votre mot pour clore ce débat à Sénat Alipu? Ce que je veux vous dire, c'est que nous entamons une nouvelle décennie. Ça fait 30 ans qu'on est dans un schéma. Une nouvelle décennie s'offre à nous. Dans un contexte de mondialisation où le coronavirus va peut-être créer une récession, il faut
que l'on se rassemble autour de valeurs démocratiques et qu'on instaure une démocratie authentique pour permettre à nos populations de bien vivre. Il faut renforcer notre partenariat avec nos partenaires traditionnels et historiques, notamment la France, qui peut jouer un rôle de locomotive, suivi naturellement par l'Union européenne, les USA et les autres, l'Allemagne, sans oublier dans une moindre mesure la Chine. Donc il faut vraiment renforcer notre partenariat avec la France et d'autres pays pour que vraiment on arrive à structurer nos pays et qu'on apporte la prospérité aux populations. C'est ce qu'on nous demande maintenant. Les populations ont besoin qu'on réponde à leurs besoins. Il faut aussi accélérer l'intégration sous-régionale et continentale, donc à travers la CEDEAO et l'Union africaine. Dernière chose pour terminer, ce que je veux peut-être ajouter pour la fin, c'est que nous ne retournerons pas au parti unique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que certains pensent que les structures démocratiques que nous avons mises en place au bout du temps de sacrifice vont permettre au parti unique de se réinstaller. La liberté de s'exprimer, la liberté de se mouvoir, le choix des dirigeants par le biais des élections, c'est très important, c'est intangible. Nous ne renoncerons pas à ces principes-là, ni pour rien au monde. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'on a vendu le pays. On n'a pas vendu le pays, nous discutons. Faisons plus de place aux jeunes, faisons plus de place aux femmes. Et d'ailleurs, ils peuvent prendre le pouvoir par les mécanismes électoraux en participant massivement aux prochaines élections en étant candidats eux-mêmes. Les vieux ne nous céderont pas leur place d'eux-mêmes. Nous devons prendre notre place. Merci. Et c'est mon mot de la fin. Merci Sina Ali Puis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire UFC. Ce débat s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Bonne journée à vous en compagnie de Nana FM, plus qu'une radio.